Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walid Nou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, on va faire un épisode que je veux faire depuis le départ, sur lequel je me suis un peu cassé la tête pendant très longtemps. Et j'ai demandé de l'aide à deux personnes avec qui j'ai travaillé, et qui on a travaillé ensemble tous les trois il y a très longtemps. À l'époque, on était au centre open source d'Atos, qui connaissent très bien ce sujet. C'est un sujet qui est aussi très frais dans nos têtes, puisque hier et avant-hier, il y avait le salon Open Source Experience à Paris. Et on a parlé à plein de gens de ces problématiques de modèles économiques. Donc, ça nous a donné plein de nouvelles idées et de choses à discuter. Donc, ce soir, pour parler des modèles économiques du logiciel libre, on va dire une introduction. On abordera d'autres modèles dans d'autres interviews avec d'autres projets ou éditeurs. J'ai avec moi deux personnes. La première, c'est Gonéry Loubouder, avec qui je travaille et je suis en contact depuis très très longtemps, qui est senior développeur chez Red Hat. Je le laisserai se présenter après. Et qui connaît bien ces projets de licence, puisque moi, je l'ai vu, à l'époque, on a commencé à travailler ensemble, et bien, il était en train de passer son process pour devenir développeur Debian, et le sujet des licences était un gros sujet, voilà. Et la deuxième personne, c'est Raphaël Semété, donc aussi, avec qui j'ai aussi travaillé chez Atos, et qui avait, à l'époque, développé une méthode de qualification et de sélection de logiciels libres qui s'appelait QSOS, on va en parler assez rapidement. Et Raphaël, il est architecte et DevRel chez Worldline. Bonjour à tous les deux, ça fait vraiment plaisir de vous avoir et je pense que c'est la première fois qu'on se reparle tous les trois depuis un certain nombre d'années. Ouais, c'est vrai. Salut à tous. Bonjour tout le monde. La première question que je vais vous demander à tous les deux, c'est de commencer par vous présenter et de m'expliquer un peu comment vous êtes tombé dans le logiciel libre et rapidement, quel est votre parcours. Gonéry ? Moi, ça fait à peu près 20 ans que je fais du logiciel libre. J'ai commencé avant KDE 1. Je me souviens que j'avais une version francisée d'une Slackware avec un kernel 2.6.36 ou un truc comme ça. Donc c'était il y a quand même longtemps. J'étais au lycée, j'avais contacté les équipes de traduction de KDE à l'époque, et c'est là où j'avais commencé à avoir des interactions avec des gens comme ça. J'étais pas du tout développeur, ça m'avait permis de rencontrer des gens. Puis j'avais aussi découvert le monde des LUG, des Linux User Group, qu'il y avait dans ma région, en Bretagne. Puis après, ouais, j'ai pas vraiment arrêté, quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais alors ? Donc ça fait 10 ans que je travaille chez Red Hat. Au début, je travaillais je gravitais autour d'OpenStack pendant à peu près 6 ans. Depuis à peu près 4 ans, je suis dans l'équipe Ansible. J'ai fait plusieurs choses dans l'équipe Ansible. Et là, présentement, je travaille sur un truc qui s'appelle Lightspeed, qui vise à doter Ansible d'une intelligence artificielle pour aider les développeurs à produire leur playbook. Merci Gonéry, je vais pouvoir mettre le hashtag IA sur cet épisode. Merci. Je suis désolé. Et toi, Raphaël ? Moi, je suis Raphaël Semété. Je travaille chez Worldline, où je suis architecte et puis DevRel depuis 1 an. Donc, j'ai l'habitude de faire du design de systèmes d'information, ce genre de choses-là. En fait, avant, j'étais chez Atos. On a été collègues d'ailleurs, tous les trois, Gonéry, toi et moi, dans l'Open Source Center d'Atos, le centre de compétences open source, où pendant 9 ans, moi, j'ai d'abord participé à créer le centre et puis après, je me suis occupé pas mal des activités de veille et de conseils autour de l'adoption d'open source, les risques qu'on encourt, tout ça. C'est dans ce cadre que j'ai créé la méthode QSOS. Moi, l'open source, j'ai découvert quand je suis rentré en école d'ingénieur, dans une école de télécom. Et j'ai découvert Internet et open source en même temps, c'était en 94. Tout de suite, ça m'a beaucoup intéressé, cette idée de, utiliser Internet pour interconnecter tout le monde, et deux, commencer à échanger du code et échanger des idées de manière libre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que la construction d'Internet, ça a été aussi beaucoup basé sur des logiciels libres et open source, puisqu'il a fallu créer l'infrastructure et c'était à base de composants libres. Je monte un serveur de temps, je monte un serveur DNS, je monte un serveur Apache. Puis après, quand le web est apparu, que c'est devenu dynamique, des sites PHP, MySQL, etc., etc. Donc, on se rend compte que c'est très lié les deux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dès le départ. Aujourd'hui, je suis plus dans un métier qui fait que de l'open source, mais justement,
Je conseille sur la sélection de composants pour construire des offres, soit des plateformes où on offre du service chez Worldline, soit pour des projets clients. Et il y a aussi cette problématique d'intégrer ces composants-là dans des architectures plus complexes et puis surtout de les opérer, d'en faire le run et tout ça sur la durée, quoi. C'est vrai que c'est des choses qui sont importantes à regarder. Et Worldline, effectivement, c'est une boîte aujourd'hui, un opérateur mondial, on va dire, dans le domaine du paiement. Mais en fait, on fait pas que ça, on fait aussi tout ce qui va être système avec beaucoup de transactions, donc au volume et très régulé. Avec Raphaël, on vient de passer donc 2 jours au salon Open Source Experience. C'était la grande excitation. Alors maintenant, il faudrait qu'on parle un tout petit peu justement de QSOS puisque c'est un peu le sujet. Enfin, c'était une partie du sujet. Donc, je voudrais qu'on aborde juste très rapidement ce que c'était QSOS. Alors, la méthode QSOS, alors déjà, QSOS, ça veut dire qualification, sélection de logiciels open source. Et en fait, c'est une méthode, une démarche que j'ai créée dans les années 2005-2006, quand j'étais dans l'Open Source Center d'Atos. D'abord pour des besoins internes, quand nous, on avait besoin en fait de sélectionner des composants pour nos propres projets, ce genre de choses-là. Et c'est parti de quelque chose qui ressemblait un petit peu au guide comparatif qu'on peut avoir avec la FNAC. On a un certain nombre de critères et puis on a des étoiles et puis ça permet de comparer. Puis à partir de là, on s'est rendu compte que ça c'était utile aussi pour les clients. Et puis finalement, je l'ai intégré dans la démarche de conseil et de veille que je faisais pour le compte des clients, sachant que au départ, on était sur des grilles de comparaison sur des fonctionnalités, donc de la couverture fonctionnelle ou des aspects techniques. Très vite, j'ai rajouté tout un ensemble de critères qui est toujours le même, quel que soit le domaine, que j'ai appelé maturité, et qui permet d'évaluer en fait la maturité, la pérennité d'une solution et du projet en fait qu'il a construit, parce que c'est hyper important pour un utilisateur, surtout si c'est une entreprise ou une administration, d'évaluer les risques en fait qu'il prend à adopter un logiciel open source par rapport au fait que le logiciel soit pérenne, il soit toujours là dans quelques années, ou qu'il n'y ait pas des changements de licence ou des changements de business model, comme on en parlera sûrement après. Pour ça, en fait, j'ai établi une liste de critères assez précis qu'on peut regarder parce qu'on est dans le domaine du libre et que c'est accessible, ou lorsque ça l'est pas, justement, c'est une information aussi. Ça va être du genre, qui contrôle le projet, quelle est la licence du projet, qui détient les droits sur le code, quels sont les business models là-dessus, les core committers, est-ce qu'ils sont dans une seule entreprise ou ils sont payés par plusieurs entreprises ou pas payés du tout, le niveau d'industrialisation du projet lui-même, comment il gère la sécurité, est-ce qu'il y a de la gouvernance, enfin voilà, il y a un ensemble de critères. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas prévoir tout ce qui va se passer dans le monde de l'open source, et ça permet d'anticiper quand même certains risques. Et effectivement, et d'ailleurs Gonéry, c'est ce que tu as apporté quand j'ai travaillé avec toi là-dessus. Très vite, tu m'as dit, mais il faudrait avoir un format en fait standard pour stocker les informations liées à une évaluation. Et à partir de ce format-là, qui était au format XML, à l'époque c'était encore à la mode, on a construit un ensemble d'outils qui permettent à la fois de construire des grilles, puisqu'il y a la couverture fonctionnelle qui va changer en fonction du domaine, et une fois qu'on a une grille, de réaliser des évaluations, et donc de la manière la plus objective possible. Et avec un troisième type d'outil qui est, une fois qu'on a des évaluations qu'on peut être réalisées par d'autres personnes, c'est les utiliser pour les comparer, pour faire un choix dans un domaine donné, comparer plusieurs types de SOAP. Donc ça peut être, je sais pas, des bases de données, MySQL, Postgre, MariaDB, etc. De faire un choix sur des critères précis et de modéliser le contexte qu'on a, nous, de choix en mettant des poids, en fait, sur ces critères-là. Donc, un critère qui est pas important, on met un poids de 0. Et puis, un critère qui est plus important, on va mettre un poids un peu plus important. À partir de là, on peut générer des graphes, des quadrants où on voit la maturité par rapport à la couverture fonctionnelle, etc. Et ça, on l'a beaucoup utilisé dans les travaux de veille. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, quand on était au salon Open Source Experience, j'ai recroisé un client dans le secteur public qui m'a dit qu'il utilisait toujours la méthode, en fait, QSOS quand il sélectionnait des modèles, et même qui demandait à leurs prestataires de l'utiliser pour faire les études de veille. Donc, je suis assez content et ça prouve que ça sert, ouais. C'est un sujet passionnant, l'évaluation et la qualification des logiciels. Moi, ça m'a bossé avec toi sur QSOS, ça m'a énormément appris. Maintenant, on va rentrer dans le dur du sujet. On va commencer à parler des modèles économiques. Donc, comme je le disais en intro, des modèles économiques, il y en a pléthore. On en est même quasiment arrivé à la conclusion qu'il y a autant de modèles économiques que de projets, quoi. Puisque c'est quand même très lié aux gens qui font le projet, au secteur, enfin un ensemble très vaste de facteurs. Le premier modèle dont on peut parler, et j'en ai déjà parlé sur le podcast,
pouvez écouter les épisodes, l'épisode 1 avec Dolibar et le premier épisode aussi sur GLPI, c'est le modèle communautaire. Donc là, le modèle communautaire, c'est un modèle qui est très ancien et c'est un modèle qui a eu sa grandeur de gloire, un petit peu moins maintenant. Oui, oui, bah donc effectivement, hein, même historiquement, les premiers business open source ou premiers modèles en fait d'organisation autour des projets open source qui se sont faits, bah, c'était des projets purement communautaires. Comme je l'ai dit, hein, c'est concomitant de la création d'Internet. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à construire les outils dont on avait besoin pour faire l'infrastructure d'Internet, puis ensuite pour développer des softs. Donc c'est tous les frameworks de bas niveau, les gestionnaires de code, tous les IDE, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'au départ, ce type de projet, ben, il se veut vraiment communautaire. C'est vraiment le premier type de modèle où on va avoir un ou quelques développeurs qui se retrouvent, qui commencent à travailler ensemble. Et il n'y a pas de gouvernance ou de structure hyper explicite pour organiser les travaux. Après, quand le modèle il grossit, ça peut se transformer en une gouvernance toujours pas si explicite que ça, mais où il y a un rôle de un peu ce qu'on appelle dictateur bienveillant qui peut émerger. Ça, c'est l'exemple qu'on a avec le noyau Linux, hein, avec Linus Torvald, qui aujourd'hui toujours a un peu ce rôle-là. Faut se rappeler qu'au début, Linus, il a juste publié sur Internet le fait qu'à l'époque, il était jeune étudiant qui travaillait sur un noyau. Bon, des années après, le projet a énormément grossi. Il s'est structuré, mais il y a toujours ce rôle-là un peu de dictateur bienveillant. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va décider, qui va prendre des décisions sur le projet, quoi. Et puis quand on commence à avoir de plus en plus de contributeurs et notamment des gens qui vont avoir le rôle de committeurs, c'est-à-dire qui peuvent modifier le code source mainstream du projet, bah, c'est un rôle qui est important. Donc il peut y avoir un principe de méritocratie en fait qui se met en place au fur et à mesure que les contributions sont reconnues et que le reste de l'équipe core, on va dire, a confiance dans ces personnes-là, et ils peuvent avoir ce droit-là, ce droit de commit en fait sur le code. Après, la manière dont c'est organisé, ça peut être plus ou moins structuré. On l'a vu avec le projet Postgre, par exemple, où ils ont une structure assez lâche, mais c'est voulu, c'est fait exprès. Je pense que ce sera intéressant d'ailleurs de faire un épisode en les interviewant pour qu'ils expliquent comment ils fonctionnent. Le risque dans tout ça, c'est qu'au début, ça marche bien, la méritocratie, mais après, sur des projets assez anciens, quid des nouveaux, c'est un peu compliqué. Ça peut se transformer en oligarchie un petit peu, quoi. C'est ça le risque. Cognari, est-ce que tu veux ajouter des choses supplémentaires? Ouais, là, on parle plus de la façon d'organiser un projet, mais pas forcément du financement. Mais enfin, je pense que dans le cas de Linux, par exemple, au début, c'était surtout quelqu'un qui était bénévole, et ça a duré longtemps comme ça. Et je pense que pendant longtemps, ça a été la source de rémunération, c'était du bénévolat ou c'était dans le cadre du travail pour répondre à un besoin local. Et ces besoins de pérenniser des projets, c'était pas vraiment un sujet, je pense, à l'époque. En France, sur ces modèles-là, ces modèles, un peu communautaires, on avait pas mal de projets qui ont commencé en faisant des associations, par exemple. Effectivement, avec des gens qui étaient bénévoles. Certains sont restés avec des associations, d'autres, effectivement, se sont peut-être transformés. J'en parle un peu dans l'épisode sur GLPI, par exemple, où, oui, il y avait une association et cette association elle-même, donc elle avait des gens elle avait des adhérents et donc il y avait des gens qui gravitaient autour et la gestion du projet, les mainteneurs du projet étaient des gens qui, effectivement, étaient bénévoles et eux-mêmes, par exemple, avaient des accords de partenariat avec des sociétés privées qui faisaient du conseil aussi. Ce qui est pas toujours un modèle qui est finalement, très évident quand on essaye de faire du business avec des associations. C'est pas toujours très évident parce que, on a des gens qui sont, enfin, c'est une association, en tout cas en France, potentiellement à but non lucratif. Et d'autre côté, on a des gens qui sont là pour aussi faire de l'argent. Donc, arriver à trouver les gens et à trouver la manière de faire le pont entre les 2, c'est pas toujours très évident. Je sais pas, est-ce que c'est peut-être une des choses qui fait que ce modèle a un peu perdu, de sa superbe? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Gonary, par exemple? Moi, je pense qu'il est encore très présent. En fait, c'est une question d'échelle aussi. Disons il y a 30 ans, une seule personne pouvait développer un logiciel qui allait être utilisé massivement. Aujourd'hui, pour avoir autant d'impact, il faut quand même être une petite équipe, enfin, il y a des coûts supplémentaires qui arrivent. Je pense pas que ce soit aussi simple, à moins de développer une librairie JavaScript ou des choses comme ça qui sont très précises. On arrive toujours sur le problème du périmètre. Je sais pas ce que tu en penses, Raphaël. En termes de business model, c'est surtout que en gros, les développeurs, ils sont pas payés par le projet puisque le projet a pas d'existence économique ou juridique. Donc il y a pas de notion de rémunération de leur travail.
soit ils sont pas payés du tout et là, il y a un risque important sur la pérennité du projet, hein. On l'a vu avec des projets comme, ColorJS ou Maker.js où finalement le lead dev, il en a eu marre de pas gagner d'argent et puis il a un peu sabordé son projet, ce qui a gêné pas mal d'autres, projets open source qu'il réutilisait. Après ça peut être aussi, des modèles comme on voit aujourd'hui sur le noyau Linux ou même sur Postgre puisque, j'en parlais, où, c'est de la coopétition. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui payent des développeurs, ça peut être même à plein temps, pour travailler sur le noyau Linux ou, sur Postgre, heu, parce que, elles y ont un intérêt, parce que même, ça fait partie de leur business model à elles, puisqu'elles vont revendre du service ou, des versions enterprise comme EnterpriseDB, tu vois? Par rapport à Postgre ou, tous les vendeurs d'infra, de processeurs ou d'OS, qui veulent, enfin pas d'OS mais de CPU et tous les écosystèmes comme HP, tous les constructeurs qui veulent s'assurer que par exemple, Linux tourne bien sur leur machine. Donc là, on est un peu dans ce modèle-là. Après, comment financer aussi quand on est dans du pur communautaire? Ça peut être des dons avec, notamment le crowdsourcing, hein, avec des sites comme, Patreon ou ce genre de choses-là et il y a des projets qui vivent, sur les dons. Les dons, ils peuvent être aussi faits par, des entreprises, alors soit sous forme d'argent, mais ça peut être aussi du matériel. Ça peut permettre de faire tourner des infras, faire tourner la CI/CD, les tests, héberger le site web, et cetera. Et puis, il y en a aussi qui peuvent aussi faire du merchandising, mais dans ce cas-là, il faut avoir une marque un peu. Donc il y a besoin d'une entité légale, pour porter la marque et vendre, des t-shirts, des mugs, Ouais, est-ce qu'on peut donner des exemples pour que les auditrices et les auditeurs, ils puissent se figurer un peu de projets un peu connus, emblématiques, qui utilisent ce modèle, un peu communautaire comme ça? Oui, donc effectivement, ouais, des exemples de projets, c'est souvent, comme on l'a dit, les premiers qui sont apparus, hein, et on les retrouve un peu dans les trucs qui vont faire l'infrastructure de l'internet aujourd'hui, par exemple dans la messagerie, soit SendMail ou Postfix, là, c'est vraiment des projets, purs communautaires. C'est sur cette base-là que ça a permis de construire toute l'infra de mail, d'internet aujourd'hui, par exemple. On en parle aussi sur Linux, et puis tout ce qui a permis de développer l'outillage, en fait. Gonnery, on avait noté aussi, Debian, par exemple. Debian, je pense que c'est un exemple un peu à part parce que c'est propre à toutes les distributions Linux. Ce qui fait la force de ces organisations, c'est que le travail est très structuré et c'est assez facile de devenir une petite fourmi ouvrière dans le système et commencer à construire des paquets, des choses comme ça. Il y a quand même une fondation, il y a quand même une structure, derrière et qui a de l'argent, qui a un petit peu de moyens, au niveau légal et tout ça. Mais c'est vrai que je dirais 90 du travail est fait par ces mainteneurs de paquets qui sont des gens qui sont vraiment des bénévoles pur et dur, Mmh. quoi. J'allais dire des gens comme VLC. Ouais. Il y a Vim aussi. Ouais, Vim, c'est vraiment un projet pur communautaire. Il y a jamais eu de structure derrière. Là, il y a aussi, donc le moyen d'avoir des dons, financiers, ça peut passer donc par un certain nombre de moyens différents. On avait noté, le fait de pouvoir faire des dons. On avait noté le fait de pouvoir faire aussi, du merchandising. Alors on a parlé d'un truc, on a parlé hier et avant-hier de sponsoring. Je dois avouer que je n'étais pas très au fait de ça. Est-ce que tu peux en dire 2 mots un peu, Raphaël, de ces moyens pour ces projets justement de récolter de l'argent? Une des sources de financement, ça peut être les dons. Donc les dons, ils peuvent être faits par des particuliers avec des projets comme Patreon, ce genre de choses ou ça peut même, être des subventions, du domaine public, hein. Par exemple, avec des projets qui viennent de l'Europe comme, NLNet, projet très intéressant, hein, pour insuffler un petit peu, dynamiser, tout l'écosystème en Europe en finançant, pas sur des montants complètement délirants, mais des projets qui en ont bien besoin pour les booster un peu, c'est super. Pour avoir ça, du coup, il y a besoin effectivement que le projet se structure pour avoir au moins une entité, légale, morale, pour recevoir ces dons-là et pouvoir, les utiliser et les organiser, quoi. Ça peut être aussi du coup, gérer la marque. Donc avec un logo, une marque et c'est des choses qu'après ils vont peut-être pouvoir générer de l'argent aussi pour financer le projet en vendant des produits dérivés. On le voit, hein, quand on va au salon Open Source Experience, même dans le village des associations, il y a des logos, il y a des marques, on peut acheter des mugs, des sweatshirts, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, en sponsoring, t'as Transmeta, qui avait sponsorisé. Enfin, Transmeta, c'était une entreprise qui voulait faire un processeur, dans les années, 2000. Et c'est en fait, ils payaient Linus Torvald pour, le principe, c'était qu'il devait porter, Linux sur son nouveau processeur, Transmeta. Mais la réalité, c'est que c'était aussi une façon pour Transmeta de se faire connaître et de montrer qu'ils contribuaient, que techniquement, ils étaient des bons acteurs, des choses comme ça. Là, on était vraiment dans du sponsoring. C'était une façon d'avoir
la marque Transmeta qui était popularisée grâce au travail de Linus Torvald. Pour finir avec ce modèle-là, qu'est-ce qui se passe pour tout ce qui concerne, par exemple, la propriété intellectuelle? Ouais, effectivement, en fait, sur ce type de projet-là communautaire, comme il y a pas de business model en tant que tel, il y a pas besoin de gagner de l'argent grâce au code. Il y a pas cette notion de propriété intellectuelle sur le code sur lequel une entité aurait besoin d'avoir le contrôle. En fait, il peut y avoir un peu tous les types de licences. On retrouve un peu de tout. Et puis surtout que ça a été les premiers projets, donc c'est là où sont créés les premiers types de licences, en fait. Effectivement, le projet, il n'y a pas une entité qui a besoin d'avoir les droits sur le code. Et en fait, ce qui va sécuriser le projet, c'est que chaque contributeur détient les droits sur sa propre contribution. Et c'est ça qui rend le projet aussi stable et fort par rapport à une prise de contrôle d'une autre entité qui pourrait prendre le contrôle de la base de code, comme dans d'autres modèles qu'on verra un peu plus tard. Prendre des exemples de projets open source qui ont démarré très tôt, comme Postgre ou comme ceux que je citais tout à l'heure. Aujourd'hui, changer la licence de ces softs-là, c'est quelque chose qui serait très compliqué parce il faudrait avoir l'accord un peu de tout le monde. Donc ça le protège. Postgres, c'est une BSD, je pense, hein. Tu pourrais changer la licence. Il y a des versions propriétaires de Postgres. Il faut qu'ils donnent leur accord. Non, pas avec une BSD. Passons au modèle suivant, c'est le modèle des fondations, qui est un autre modèle aussi, très répandu. Raphaël, est-ce que tu veux introduire un peu ce modèle, s'il te plaît? Ouais, alors les fondations, ça c'est un deuxième modèle. C'est le deuxième modèle qui est apparu et c'est une évolution possible en fait lorsqu'un projet il commence à vraiment avoir beaucoup d'utilisateurs et de contributeurs. Il peut y avoir cette possibilité-là de créer une fondation autour du projet. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, l'idée c'est de disposer d'une entité morale et juridique qui va être capable de représenter le projet devant la loi, par exemple, et de gérer le budget en fait et de distribuer l'argent. Ce qu'elle va faire, la fondation aussi, c'est qu'elle va organiser et protéger en plus de le protéger, c'est qu'elle va organiser le projet. Et en général, après, ça va dépendre de la taille et de la maturité de la fondation, mais il y a des rôles qui vont émerger, qui sont assez clairs, assez précis, avec cette idée de transparence, en fait, autour de la méritocratie et du fait de tenir ce rôle ou pas, et qu'est-ce que ça veut dire. Dans certains des rôles qui sont structurants par rapport au fonctionnement et à la gouvernance de la fondation, ils peuvent être payés carrément. Donc, il y a cette notion de budget qui est important. En général, ouais, comme je le dis, c'est surtout sur des projets qui ont eu beaucoup d'utilisateurs et de contributeurs et qui ont tendance à créer d'autres projets annexes ou connexes et donc à faire émerger cette notion d'écosystème. On le voit avec des exemples comme la Fondation Apache. Au départ, c'était un serveur web. Aujourd'hui, la Fondation Apache, il y a énormément de projets dedans. Pareil pour Eclipse. Bon, on est parti d'un IDE. Aujourd'hui, Eclipse, ça fait bien plus qu'un IDE. Ça fait même du Java. Ça fait énormément de choses. Dans ces fondations-là, de ce type-là, alors d'abord, elles ont eu tendance à pousser des protocoles et des standards ouverts parce que justement, elles sont en train de favoriser l'émergence d'écosystèmes. Donc, c'est via ces protocoles et standards qu'on va pouvoir faire de l'intégration et construire et articuler les différentes choses, quoi, pour comme des Lego, hein, construire de plus en plus des choses de plus en plus complexes, de plus en plus sympas, en fait. Un bon exemple de ça, c'est de Document Foundation. Quand LibreOffice a été forqué d'OpenOffice, un des premiers réflexes qu'ont eu les gens qui ont fait ça, c'est de créer une fondation qui s'appelait The Document Foundation, avec un objectif clair qui était de faire la promotion aussi de formats ouverts de bureautique. On voit comment une fondation, ça peut être plus large que juste un seul projet. Et en général, ces fondations-là, elles vont avoir tendance à vouloir accepter des nouveaux projets, à favoriser l'innovation. Pour ça, elles vont avoir des notions d'incubateur, dans lesquels il y a des projets qui peuvent prétendre en fait à rentrer dans la fondation et donc à profiter un peu de tout ce qu'elle propose en termes d'organisation, protection juridique, etc. comme j'ai dit. Mais ça passe par un process où la maturité du projet va être évaluée. Ils vont vérifier justement ces notions de propriété intellectuelle. Ils vont éventuellement demander à changer de licence, que ce soit des licences qui soient plus conformes à la stratégie de la fondation, ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, on retrouve dans certaines fondations des méthodes, alors qui sont peut-être pas aussi poussées que SES, encore que, parce que justement, ils ont besoin de vérifier ces aspects-là. Ouais, il y a aussi OpenStack, et je pensais à la Linux Foundation où, par exemple, il y a Tofu qui est rentré, donc qui est le fork de Terraform, là, qui est rentré dans la Linux Foundation il y a pas très longtemps, et ça a été une façon de montrer qu'ils étaient sérieux, entre guillemets, de montrer qu'ils voulaient vraiment structurer leur fork. Pour moi aussi, je crois que je sais pas si tu l'as mentionné ou pas, Raphaël, mais il y a le côté, détention des marques aussi, de la propriété du code aussi.
Les fondations par rapport aux licences et à l'IP, là, contrairement au premier modèle qu'on a vu communautaire, là, la fondation, elle a besoin d'avoir la propriété intellectuelle sur le code pour être capable de le protéger, de protéger le projet au niveau juridique et au niveau légal. Donc, c'est là où effectivement apparaît la notion de CLA, qui veut dire Contributor License Agreement. Après, il y a des variantes, hein. Ça peut être individual ou après enterprise, mais l'idée, c'est la même derrière. C'est que lorsqu'il y a une contribution qui est faite et qui va rentrer dans la base de code officielle du projet mainstream, il y a un partage ou carrément une cession des droits de propriété intellectuelle sur le code, pour que ce soit la fondation, donc qui est une entité morale, qui possède le code. Et ça, c'est ce qui va lui permettre de effectivement protéger les choses. En termes de licence, en général, ces fondations, en tout cas les premières, hein, par exemple celles que j'ai citées, Eclipse, Apache, et puis après tout l'univers Mozilla, par exemple, ils ont créé leur propre licence parce que ça correspondait effectivement à leur vision de qu'est-ce que c'était l'open source et de la manière dont eux voulaient fonctionner. Et c'est vrai qu'en général, les fondations, elles ont des variantes de licences privilégiées et l'ensemble des projets qui sont sous le couvert de cette fondation-là, elles vont partager cette licence-là. C'est toujours la même idée, hein, c'est pouvoir recomposer les projets les uns avec les autres et donc pas avoir de problème de compatibilité entre licences puisqu'ils sont dans un univers finalement qui est homogène. Après, effectivement, les CLA, ça s'est avéré être un peu lourd parce qu'il y a pas mal de choses à vérifier avant de se dire est-ce que tout est OK au niveau du code et pour l'intégrer. Et donc, il y a certaines fondations qui ont adapté un petit peu ce concept-là avec la notion de Developer Certificate of Origin, donc c'est DCO. Là, l'idée, c'est de faire confiance au développeur en lui demandant de lui checker de son côté et de garantir que tout était OK par rapport à la contribution qu'il s'apprêtait à faire, que lui, il avait bien le droit, qu'il respectait bien la propriété intellectuelle, qu'il n'était pas en train de violer des brevets ou ce genre de choses-là. Donc, ça a permis de faciliter un petit peu les contributions parce que sinon, ça pouvait un peu rebuter certains contributeurs qui disaient « mais c'est hyper lourd, ça devient bureaucratique pour contribuer ». Ça s'est un peu allégé avec ça. Sur ces histoires de CLA et de DCO, on en parle dans l'épisode avec Benjamin Jean, aussi pas mal et on va certainement reparler dans d'autres épisodes, puisque, j'ai rencontré des gens qui sont aussi, très, très, calés sur ce sujet-là et on va, je pense, faire des épisodes dessus parce que c'est assez passionnant ce sujet. Juste pour finir, ce qui est intéressant d'en discuter avec les gens de la fondation Eclipse, c'est qu'il y a tout un côté d'apprentissage pour les gens qui viennent et qui disent: «Bah, voilà, moi je sais pas, enfin j'ai un projet, je sais pas comment on fait pour structurer ça» et donc il y a toute une partie éducation à comment bien faire un projet libre, comment accompagner les gens, comment bien contribuer et cetera. J'ai trouvé ça assez intéressant, parce qu'effectivement quand tu es une grosse boîte et que tu sais pas forcément comment faire du libre et donc ils sont là aussi pour t'accompagner donc c'est ça qui est assez intéressant. Il y a différents types de fondations. Il y a des fondations qui sont plutôt, comment dire? Historiques. On a parlé d'Apache, on a parlé de fondation, Eclipse et il y a, pas mal de nouvelles il y a d'autres nouvelles fondations aussi. J'irai pas plus loin sur le sujet parce que je le connais pas, mais on en reparlera, pareil, je pense dans d'autres, épisodes. Les fondations, puisqu'elles organisent et elles essaient de faire la promotion d'écosystèmes, elles ont tendance, à créer des standards, à créer des protocoles pour fédérer, autour des différents projets qu'elles créent. The Document Foundation, hein, autour du projet LibreOffice pour défendre des standards ouverts dans tout ce qui est bureautique. Et on le retrouve dans plein d'autres domaines d'écosystèmes, que ce soit XMPP, même si aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours à la mode, mais c'est vraiment l'idée, ou dans le fait divers. On va le retrouver avec la création de protocoles aussi. Après, dans les business models des fondations, comment finalement elles récupèrent de l'argent, c'est un peu comme les premiers types de projets. Elles peuvent avoir des dons. Ça marche aussi pas mal par dons, du sponsoring. Donc ça peut être sponsors d'entreprises qui disent moi, je participe à la fondation, Linux, Apache, Eclipse, etc., donnant de l'argent. Ça peut même être organisé en fonction de niveau, hein, Silver, Gold, Platinum, tout ça. Parce que ça fait aussi de la pub finalement des gens qui sponsorisent, donc qui participent à ça. Ça, c'est quand les fondations, évidemment, sont bien visibles. Ça peut être des subventions publiques également. Et puis après, d'autres moyens que les fondations, elles ont de générer de l'argent. Ça peut être en créant du merchandising, pareil, avec des logos, des t-shirts, tout ce qu'il peut y avoir comme produits dérivés. Et après, je sais pas si ça leur apporte de l'argent. Peut-être, c'est aussi organiser des événements comme l'ApacheCon, l'EclipseCon. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Ça aide à animer et à fédérer la communauté autour de la fondation. Et potentiellement, ça peut aussi leur ramener de l'argent. Pas sûr que ce soit leur
première source de revenus, mais c'est à noter quand même. Il y a aussi tout un sujet avec la localisation où se trouve la fondation. On en reparlera dans les prochains épisodes. Je pense en particulier avec les gens de Triton, qui est un fork de TinyERP. À l'époque, ça s'appelait pas encore Odoo, et qui ont monté une fondation belge et qui explique justement pourquoi, qu'est-ce que c'est une fondation en Belgique, c'est quoi les spécificités, etc. Et donc, c'est un autre sujet qui pourrait être traité aussi et qui mériterait beaucoup de temps, de pouvoir voir un peu pourquoi il y a une fondation dans un pays, qu'est-ce qui est différent d'un autre, etc. Le modèle suivant, c'est un autre modèle qui existe depuis très longtemps et que nous-mêmes on a pratiqué pas mal. C'est le modèle qui concerne les services et le support. En gros, il y a un projet et il y a des entreprises qui vendent des services. Ça peut être par exemple du développement générique ou spécifique, ça peut être du support sur logiciel. Ce qu'on paye, c'est tous ces services. Connery, est-ce que tu veux en dire quelques mots? C'était le business model de Red Hat. Je sais pas si ça évolue. Je pense que ça a évolué quand même un petit peu, mais c'est vrai que au début, donc l'idée c'est que les entreprises voulaient essayer Linux, migrer depuis leur système Unix vers du Linux, et ils avaient besoin d'un partenaire pour prendre les risques. Et c'est là où Red Hat est arrivé. Les clients payaient Red Hat pour avoir cette garantie. En échange, Red Hat fournissait un support technique. Donc ça existe toujours, mais c'est vrai que maintenant le Red Hat est quand même devenu une entreprise avec différents types de revenus. Donc cette stratégie est qu'une des sources de revenus. Raphaël? À partir du moment où les projets, les communautés, elles ont besoin de trouver un modèle financier, en fait, continuer à payer les développeurs, en tout cas à ce qu'ils en vivent, et donc à assurer aussi la pérennité du projet sur le long terme. Un modèle, ça a été la vente, ou ça l'est toujours d'ailleurs, la vente de services et de support sur le logiciel qui est créé par la communauté. Effectivement, avec la création d'entreprises, cette fois-ci commerciales, là on est vraiment dans de l'entreprise commerciale, qui va offrir et vendre ces services-là. Donc c'est pas une fondation, mais c'est un autre moyen de gagner de l'argent et de pérenniser notamment les développeurs. Ça, c'est quelque chose qu'on regardait dans QSOS, justement. Est-ce qu'il y a un modèle commercial qui paye les développeurs quelque part? Et après, ça va dépendre des services qui sont fournis ou proposés par l'entreprise, puisqu'il y a toute une gamme de services, à commencer par le service de support, donc corriger des bugs dans le code avec engagement potentiel sur le temps de correction. Ça va dépendre du type de contrat. C'est sûr que pour faire ça, il vaut mieux avoir des core développeurs et des committers dans son équipe, parce que sinon, ça va être difficile de prendre des engagements. Donc ça, c'est un contrôle qui va être plutôt fort sur le projet, avec des engagements sur la qualité du code, et puis aussi un peu sur la roadmap, sur les décisions pour développer des nouvelles features pour des clients, etc. Après, les services, ils peuvent être aussi juste de l'intégration, de la customisation, des choses qui vont pas toucher au code, au cœur du soft, ou qui vont être à la périphérie pour l'intégrer dans d'autres environnements. Ça peut être aussi de la formation ou de l'expertise, et ça peut aller même jusqu'à de la certification, ou par exemple avec Linux Professional Institute, ou même chez Red Hat, il y a cette notion de certification. Donc ça, c'est des choses qui sont payantes. Et ça, c'est évidemment quand le soft lui-même, il a acquis une valeur et qu'il y a besoin de démontrer qu'on a l'expertise sur l'utilisation et la mise en œuvre de tous ces logiciels-là et de leur écosystème. C'est aussi un autre modèle qui a pas mal marché et qui existe toujours. Il y a WordPress aussi qui est un bon exemple, où il y a une multitude de petites entreprises qui fournissent du service sur WordPress, qui contribuent pas forcément Vous directement. pouvez écouter un des épisodes précédents sur WordPress. On en parle justement avec JB Audra, Jean-Baptiste Audra, qui est un des core committers de WordPress, et voilà, qui explique un peu ça assez rapidement, mais il en parle aussi. Voilà. Et puis un autre service qui peut être offert, c'est celui du SaaS, en fait, avec l'apparition du cloud. Donc c'est de vendre du service et pas le soft lui-même. Donc ça veut dire que le soft, il est toujours sur licence open source. Il peut être distribué, utilisé par les gens qui veulent se l'installer eux-mêmes. Mais l'entreprise va aussi fournir le service hébergé qu'elle va héberger elle-même, et sur lequel elle va s'engager en termes de SLA, de contrat de service. Et donc ça peut être associé au fait avec les autres services, donc de support, de formation, de certification. On voit par exemple, c'est le modèle de Red Hat. Ça peut être même vendu sous forme de souscription. Une souscription, c'est quelque chose que tu payes régulièrement et qui couvre un peu tout ça. Et c'est vrai que ça a pas mal marché, parce que auprès des vendeurs, des entreprises ou des administrations qui avaient l'habitude de payer des licences régulières, annuelles, auprès de fournisseurs de logiciels privatifs, là, ils retrouvent un peu leur petit. Donc, c'était plus à l'aise, en tout cas, pour aborder l'entreprise
et la manière de travailler. En revanche, c'est là où on va retrouver, hein, dans ce type de modèle-là, on a besoin de récupérer, puisqu'il y a une entreprise commerciale, en général, il y a besoin aussi, d'avoir, l'accès au code, mais il n'y a pas forcément, besoin encore complètement de la CLA ou du DCO. Ça va dépendre un peu de chaque projet, de chaque modèle. Et c'est vrai que si on fait, de la formation ou de l'expertise, si ça se trouve, on n'intervient même pas sur le code et on n'a pas d'IP, en fait. C'est pas toujours évident avec ce modèle, non plus, le service, parce que le service, c'est quelque chose qui fluctue pas mal. Quand tu as des développeurs et que tu as pas de contrat, c'est assez dur. Ce qui explique aussi pourquoi, certains projets, partent de ce modèle-là, parce que tu vas chercher des revenus récurrents, pouvoir, payer tes développeurs, et le service est quelque chose qui est plutôt, pas enfin, est aléatoire, et donc voilà, c'est pas évident. Ouais, Gonéry, tu voulais dire quelque chose? Non, je pensais au SaaS, aux souscriptions et effectivement, je pense que c'est la réponse, à ce que tu dis. Ça permet de lisser un peu les sources de revenus, d'avoir de la visibilité sur ce qui va arriver et puis aussi d'avoir des groupes d'utilisateurs, de bien identifier les demandes qui viennent des clients pour les améliorations et choses comme ça. Ce qu'on n'a pas forcément quand on fait juste, du support occasionnel. La question que je me pose, mais peut-être que vous avez la réponse, c'est, je suis peut-être un peu biaisé, j'ai l'impression que sur les nouveaux projets qui se montent, ou qui ont quelques années, le service est pas un modèle qui est, extrêmement utilisé, quoi. Mais peut-être que j'ai une vision biaisée du truc. Je sais pas, Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, hein, ce qui va garantir quelque part que, ce modèle, il est bon, sur la durée et donc la pérennité de l'entreprise et du projet, c'est que c'est prédictif. Le problème du support, c'est que c'est effectivement des choses où on peut pas, prévoir, les rentrées d'argent que ça va générer. Alors que quand on vend du service comme ça, notamment en mode SaaS, c'est du récurrent, c'est prédictif et donc c'est vrai que ça permet de sécuriser, de vraiment payer des développeurs et d'avoir des business plans et de convaincre des investisseurs, sur la santé, en fait, financière de l'entreprise. Et c'est vrai que ce modèle-là, hein, de support et de service, il a eu le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est pas forcément le modèle dominant. On verra qu'il y a d'autres modèles, qui aujourd'hui, plus facilement utilisés, mais il y a des gens, il y a des projets qui restent, fidèles à cette vision-là, d'avoir quelque chose de purement communautaire et d'offrir des services. On en a rencontré lors du salon, là, Open Source Experience, c'était très intéressant. Ils sont fidèles à leurs valeurs, ils veulent, gagner de l'argent, ils veulent, pérenniser leur projet, mais pas au prix de ces valeurs-là. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a des entreprises qui vivent et qui survivent, avec cette vision-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont fondamentalement accrochés dans le bon sens du terme à ce modèle, qui savent qu'ils pourraient, par exemple, faire plus d'argent en passant à un mode éditeur et en passant à un modèle open core, on va en parler après, mais qui restent sur ce modèle-là parce que ce modèle garantit que 100 du code est libre. J'en connais plusieurs exemples, de boîtes comme ça qui disent: «Non, non, mais nous, 100 du code, il est libre, on fait du service, on sait qu'on pourrait gagner plus d'argent autrement, mais on veut pas, en fait, on veut rester sur ce modèle». Gonery? Il y a ça, mais c'est aussi enfin, quand on a une entreprise qui est basée sur le support, sur les formations, des choses comme ça, passer sur un autre modèle, c'est quand même pas évident parce que les clients qu'on a, c'est des gens qui sont là aussi parce qu'ils apprécient cette démarche. Je pense que tu l'as vécu avec GLPI, mais c'est vrai que quand on commence à dire à tous les clients qu'on va changer, qu'on va passer sur un système de souscription, on se retrouve à pédaler un peu pendant plusieurs années et c'est aussi, quelque chose qui freine, je pense, la transition vers un autre modèle. Tout à fait. Après, effectivement, sur ce modèle-là de support et de service, tout l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, pouvoir suivre dans le temps au niveau économique, quoi. Il y a pas mal de projets, d'entreprises, autour de ces projets-là qui se sont cherchés, hein, en termes de business model et des fois, changer de business model, ça implique de changer la licence, en fait. Ça, c'est surtout quand ils ont justement la propriété intellectuelle sur le code. Mais le problème, c'est que dès qu'on touche à la licence, on touche un peu au nerf de la guerre et il faut faire très attention, du coup, aux réactions des utilisateurs qui peuvent ne pas comprendre le changement de licence parce qu'ils sont habitués à pouvoir utiliser le soft de manière libre, au sens, free software, hein. Et là, ça peut leur faire peur. Et puis, on peut avoir aussi des réactions au niveau des contributeurs qui se disent: «Mais, pourquoi changement de licence? Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle économique qui est en train d'émerger où en fait finalement on profite de mes travaux?» Enfin, ce genre de choses-là. C'est vrai que c'est toujours, un moment important dans la vie d'un projet quand il y a ces changements-là et en général, les changements de licence, c'est associé à un changement de business model, notamment pour aller vers, le type open core. Quand ton logiciel, il a toujours été libre et qu'à un moment tu commences à parler d'argent et à parler de gros mots comme, souscription, licence, et cetera, et effectivement, c'est pour l'avoir vécu, on en parle,
pas mal dans les épisodes sur GLPI, sur l'épisode 2, bah, c'est dur, en fait. Et ça prend des années et c'est d'ailleurs même pas forcément les gens qui étaient là au départ qui restent ensuite. Parce que justement, le modèle, il a changé. Peut-être pour ça que des projets qui commencent, ils commencent pas avec ce modèle-là. OK, modèle suivant, modèle, très en vogue, un gros morceau, c'est le modèle qu'on appelle le modèle open core ou un peu les modèles éditeurs. Il y a différentes, saveurs de modèles open core. Donc c'est un modèle, qui a été inventé en 2008. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais en fait non. D'après, la définition de Wikipédia, consiste principalement à offrir une version de base ou limitée en termes de fonctionnalité d'un logiciel open source, tout en offrant une version commerciale ou des add-ons sous forme de logiciel propriétaire. Ça, c'est dans le domaine, dans lequel je suis, qui est le low code, no code, c'est le modèle dominant pour les produits, open source. Je vous laisse introduire, Raphaël. Qu'est-ce que tu peux en dire, de ce modèle? Donc là, c'est vraiment un autre moyen de donc il y a toujours une entreprise commerciale, qui va être autour du projet et c'est avec d'autres moyens de trouver des financements. En général, pour générer de l'argent, c'est de vendre des fonctionnalités ou vendre des choses qui sont pas forcément, toujours open source. C'est pour ça qu'on parle de open core avec un cœur qui peut être, open, qui est open source et puis avec, des fonctionnalités avancées, autour ou des plugins, des add-ons, qui vont être, payants et c'est là-dessus que, l'entreprise va se rémunérer et pouvoir payer, les développeurs et payer tous les frais et puis essayer de faire des bénéfices. Souvent, ces features-là, c'est des features qui vont s'adresser justement aux entreprises puisqu'on rentre dans le monde, un peu de l'entreprise et du business et donc c'est pas forcément des fonctionnalités qui vont être, utiles à des utilisateurs isolés ou à des petites équipes. Ça va être des choses comme de l'intégration avec le reste d'un système d'information, la gestion d'utilisateurs avec des droits précis parce qu'on en a beaucoup et qu'il faut avoir des types d'utilisateurs, des rôles, ce genre de choses ou des choses qui vont être liées, je sais pas moi, à l'industrialisation, à l'observabilité, et cetera. Ça va être aussi, la capacité à s'engager sur des versions à long terme avec des long term support, versions, ce genre de choses-là. Après, dans l'open core, il y a autant de modèles, on l'a dit, de manière générale, mais dans l'open core, c'est encore plus vrai, il y a autant de modèles qu'il y a d'entreprises qui le pratiquent. On pourrait parler de 50 nuances d'open source ou d'open core et ça va du faux open source qui est vraiment, on libère du code, pour être visible et pour essayer de récupérer des utilisateurs assez rapidement. Mais en fait, on cherche pas du tout à développer une communauté. On va là forcément regarder l'IP sur le code. De toute façon, on va pas accepter les contributions, on les cherche pas et on va peut-être essayer de se faire racheter par une autre entreprise ou de gagner de l'investissement externe. Après, ça peut aller jusqu'à des entreprises qui vont essayer d'articuler de la manière la plus propre possible une partie communautaire et une partie business. Et en fait, c'est dans la manière dont cette articulation elle est faite plus ou moins bien et dont c'est clair la manière dont ça fonctionne. C'est ça qui va garantir finalement le succès de ce genre d'entreprise. Lorsque l'entreprise elle arrive à bénéficier à la fois d'une communauté qui est dynamique, qui est motivée, qui augmente la base d'utilisateurs, qui augmente la visibilité et d'un autre côté des versions business qui sont claires avec des fonctionnalités qui sont vraiment bien précises pour certains types d'utilisateurs. Il suffit qu'ils transforment une partie de leurs utilisateurs communautaires en utilisateurs commerciaux et l'entreprise elle peut avoir un bilan économique qui est viable. Dans l'open core, il y a pas mal de déclinaisons. Il y a un sujet qui est super intéressant que j'essaye d'aborder, dans les podcasts justement, c'est, comment est-ce que tu fais pour trouver le bon équilibre entre une version libre qui a des fonctionnalités suffisantes pour que les gens puissent l'utiliser au quotidien, mais d'un autre côté, certaines fonctionnalités avancées qui fait que les gens vont avoir envie de prendre une souscription. Et là, il y a, plein de modèles différents. Il y en a qui vont dire, alors il y a des trucs récurrents, des trucs du style, dans la version propriétaire, je mets par exemple tout ce qui concerne les authentifications, le SSO, ce genre de trucs par exemple. Il y en a qui vont dire: «Moi je mets, toutes les, fonctionnalités entreprises». C'est-à-dire que tous les petits trucs pour les assos, machin et cetera, ça va dans la version, communautaire. Il y en a qui vont dire, comme par exemple, ça a été le cas, sur, Passbolt que j'ai interviewé ou aussi sur GLPI, on a des features, si on les met dans la version, open source, on sait que ça va nous générer énormément de support et on sait qu'on n'a pas la bande passante pour garantir ce support parce que, c'est des features, sur lesquelles on doit revenir régulièrement et cetera et donc on a besoin que les gens ils prennent des souscriptions pour être sûr que ça soit traité correctement. Donc il y a vraiment un panel assez grand et chaque projet, gère justement, ce qu'il met dans une version ou ce qu'il met dans une autre, de manière différente.
Il y a encore d'autres projets qui vont dire, bah moi, par exemple, je mets dans la version pas libre certaines features et puis quand j'estime qu'elles sont rentabilisées, je les rebascule, je les backport dans la version libre. Voilà, il y a plein de choses différentes et là, c'est vraiment en fonction de ton marché, peut-être de tes concurrents, des fondateurs de la boîte, du marketing, enfin du commerce, enfin voilà. Il y a un certain nombre de trucs. Par contre, il y a quand même un certain nombre de choses là-dedans, c'est que très souvent, quand tu veux contribuer toi en tant qu'individu ou société externe, pareil, tu signes un accord, des CLA en général ou quelque chose comme ça. Et on a vu effectivement des sociétés aussi qui, potentiellement, peuvent changer de modèle économique. Il y a un modèle intermédiaire où c'est le modèle produit et projet qui est utilisé par Red Hat, où on a quasiment à chaque fois un projet communautaire avec les défauts et les qualités que ça apporte, avec une roadmap courte, peu de visibilité sur le long terme, des versions qui s'enchaînent, des choses comme ça. Et à côté, on va avoir un produit où la roadmap va être plus maîtrisée, on va pouvoir y avoir des engagements, où le support va être plus long, des choses comme ça. Dans les deux cas, c'est des logiciels libres, mais on a quand même ce produit qui s'apparente plus à ce qu'on vient de décrire, où on va pouvoir le vendre comme un logiciel qui peut être déployé, qui pourra avoir un support sur le long terme. Effectivement, au niveau open core, il y a un point qui est important, ça va être sur la licence et l'IP. Puisqu'on l'a dit, là, l'entreprise, elle veut avoir plus ou moins le contrôle sur la base de code. Donc là, elle va avoir besoin de la propriété intellectuelle en général sur le code. Et donc, on retrouve ces notions de CLA, Contributor License Agreement, pour que, justement, l'entité commerciale puisse posséder en fait la base de code. Alors en général, on peut retrouver aussi ce modèle-là. En tout cas, historiquement, il y en a eu de dual licensing, où on a le code qui est distribué, puisqu'il appartient à une entité, elle peut décider de le distribuer comme elle veut. C'est toujours comme ça que ça commence au niveau open source. Donc sous une licence libre, mais aussi sous une licence qui est commerciale et privative, avec un contrat de licence qui est passé avec les clients. Et en fonction de l'usage qui va être fait du soft, il y a telle ou telle licence qui va le permettre. Un bon exemple, c'est MySQL. MySQL, dès le départ, ça a été sous double licence, à la fois GPL et propriétaire. Et donc, sous licence GPL, comme c'est une licence copyleft, en général, dual licensing, ça marche bien avec les licences type copyleft. Pourquoi ? Parce que lorsque l'entreprise va décider de aussi distribuer le soft sous licence propriétaire, elle va enlever l'aspect contaminant, viral ou persistant. Ça dépend comment on trouve le copyleft. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? Peu importe, il n'y a pas de jugement. Et en tout cas, elle va enlever ces contraintes-là. Et donc, ça va permettre à des entreprises de contracter directement avec l'entreprise qui diffuse le soft, là en l'occurrence MySQL, sans avoir à livrer des modifs qu'ils auraient fait dans le code ou autour ou en intégrant. On le retrouve pas mal dans l'embedded, par exemple, quand MySQL est intégré dans du soft ou même proche du hardware. Et effectivement, c'est plus facile à vendre à une entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, où un acheteur il va retrouver là des choses qu'il connaît, puisque finalement il a une licence assez classique, comme il a l'habitude de faire avec d'autres, quoi. Ça, c'est une question que j'aimerais bien aborder. Quel est le rôle en fait des VC dans tout ça ? Parce que tu as une boîte, tu montes ta boîte, on va te donner de l'argent, un VC va mettre de l'argent dans ta boîte, il va attendre un retour. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas ce retour en fait ? Quel est l'impact sur tes beaux idéaux de faire du logiciel libre, etc. On voit bien à l'heure actuelle qu'il y a quand même des problématiques qui sont liées au financement. Et ce modèle open core où tu as une société qui est éditrice, si en plus de ça, elle a toute la propriété intellectuelle sur le code, rien ne l'empêche, et on le voit de plus en plus, de changer de licence et de partir sur des licences non libres finalement. C'est une problématique à prendre en compte de plus en plus. Et puis, une fois que tu as changé de licence, rien ne dit que tu vas pas rechanger une deuxième fois de licence en plus. Cet aspect-là sur le code, il est important en termes de maturité, parce que c'est vrai, et là, c'est même pas que dans le domaine open source, même sur des grands projets, par exemple, qu'on fait pour des grandes entreprises ou dans le secteur public, il y a ce besoin-là d'avoir la garantie que le code, le soft sera toujours le soft sera toujours fonctionnel, et donc potentiellement avoir accès au code dans 20 ou 25 ans. Et donc, il y a pas de garantie sur la pérennité de l'entreprise. Et c'est pour ça que souvent, ça peut être demandé de déposer le code, de le consigner, par exemple, à la Caisse des dépôts, pour s'assurer que même si l'entreprise disparaît, le code, lui, il sera toujours disponible et il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de le maintenir. Je pense par exemple à du code qui fait tourner des centrales nucléaires ou qui est envoyé dans l'espace. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'open source, ça peut être une garantie pour certains de ces acteurs-là de pérennité et de garder la maîtrise en fait de ce qu'ils construisent, parce qu'ils ont des usages critiques ou sur le long terme. Ça va les rassurer.
Ah, ça me fait penser à l'industrie spatiale où ils avaient ce genre de demande. On avait des demandes de support sur 20 ans, du logiciel, et on expliquait qu'il y a 20 ans, le logiciel n'existait même pas. C'était un peu compliqué pour nous. Il y a plusieurs niveaux dans l'open core, et aussi, ça j'en parlerai je pense dans d'autres épisodes parce qu'on a parlé pas mal avec des gens qui maintenant ont des modèles open core. Des boîtes qui commencent par direct sur un modèle open core, et ça peut se comprendre. Elles ont un peu tiré les conclusions de tout ce qui s'est fait avant. Elles estiment que pour elles, ça semble mieux et aussi pour se financer. Mais il y a aussi des entreprises qui se cherchent et qui essayent plein de modèles, enfin plusieurs modèles, avant d'arriver à un modèle open core. Et certaines, disent que, bah, effectivement, c'est avec ce modèle-là qu'elles ont réussi à se financer, et cetera. On a même discuté avec des entreprises qui sont sur des modèles, open core comme ça et qui nous disaient, quand les clients, ils nous appellent, on leur dit même pas, ils cherchent une solution, on leur dit qu'on a une solution, on leur dit même pas que c'est du libre, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que ceux qui veulent, ils utilisent la version libre et tout, mais genre, les gens, ils viennent nous voir pour une solution, nous, on leur donne une solution, tu vois? Il y a pas mal de gens qui sont venus à force à ce modèle et qui sont passés par, différentes, par du support, ils ont essayé plein de trucs et cetera, puis ils en sont arrivés à ce modèle-là, quoi. Et puis oui, et puis après tu as des boîtes aussi qui vont faire du libre, dont les fondateurs, leur seul but, c'est de se faire acheter, quoi. Et donc la pérennité du projet, ça peut être un peu compliqué aussi. Je pense qu'il y a aussi la question des levées de fonds. Aujourd'hui, si on va voir une banque, sur des fonds d'investissement, des choses comme ça, et si on dit qu'on n'a pas d'IP, on a que des communautés, et que les clients, c'est des gens qui nous donnent de l'argent, mais parce qu'ils ont envie de nous donner de l'argent, ça devient très dur, en fait, d'avoir des investissements et de pouvoir faire grossir son entreprise rapidement. J'ai vu plusieurs fois des cas où les entreprises avaient choisi des licences différentes pour pouvoir justement satisfaire ces demandes de la part des VC. Et les CLS, ça apporte une sécurité à ce niveau-là, parce que c'est un peu une façon de dire, ok, dans tous les cas, si les choses tournent mal, on a toujours moyen de prendre une licence propriétaire à un moment donné, ce qui ne peut être une façon d'assurer l'investisseur. Des fois aussi, c'est pas un modèle qu'on prend tout de suite, l'aspect communautaire, justement, comme je le disais, hein, l'articulation entre, partie business, partie communautaire. Moi, j'ai même l'exemple d'un ancien collègue, hein, qui était avec nous, dans l'Open Source Center il y a pas mal d'années et qui est parti chez un éditeur open source comme ça, qui fournissait des services et une solution, dans le domaine du e-commerce. Et au départ, ils avaient pas forcément cet aspect communautaire, en vue. Et lui, il a été embauché, il est venu pour faire ça, pour développer la partie communautaire. Et c'est vrai qu'il m'a dit que ça a pris beaucoup de temps parce que c'est pas si simple que ça. C'est un vrai changement, de mindset, en fait, au sein de l'entreprise, de comprendre, qu'on ouvre des choses et qu'on laisse des gens venir modifier, la base de code. Alors tout ça avec des règles et tout, et que ça avait vraiment pas été, si simple et que, ça lui avait pris, pas mal de temps et d'énergie. Et c'est vrai qu'encore une fois, on le voit, les modèles, dont on parle, ils sont pas statiques. Les entreprises, elles vont se chercher au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'il y a un changement de modèle, il y a une remise en cause, et c'est pas anodin. C'est vrai que il peut y avoir des risques autour. Il y a des entreprises qui ont pu trouver des modèles et se stabiliser en le changeant une, deux, trois fois. On a rencontré des gens, hein, sur le salon qui nous parlaient un peu de ça. Il y en a, ils ont pu, se retrouver, un peu dans des situations très compliquées parce que, soit ils perdent leurs clients, soit ils perdent la communauté. C'est pas garanti. J'ai l'impression que c'était bien dans les années 2000, 2010, ce modèle-là, mais que c'est en perte de vitesse. Le modèle où on essaie de grossir une communauté d'utilisateurs le plus vite possible, de montrer de se faire connaître, d'investir à coup de capitaux qui viennent d'investisseurs qui parient sur nous. Je pense à OpenStack, des choses comme ça, où ça marchait très bien. Et maintenant, les investisseurs, ils sont un peu revenus sur ce modèle, ils y croient moins, ou ils ont vu que c'était pas forcément toujours rentable. Quand les années 2020, c'est un modèle qui marche pas trop. On avait noté ensuite qu'il y avait des nouvelles tendances, potentiellement des nouveaux types de licences, des projets, qui changent de licence pour essayer de trouver une certaine pérennité, que même certains d'ailleurs, se refermaient complètement. On avait noté un exemple assez, connu qui est Sugar CRM par exemple, qui est assez, je pense emblématique. Je sais pas si un de vous 2 veut en dire un mot ou parler d'un autre logiciel? Grande tendance que j'ai observée, hein, depuis le temps dans les évolutions, des business models, dans l'open source, ça a été, changement de licence et des changements de licence qui sont liés à l'émergence du SaaS et du cloud. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les licences, open source, les premières, les principales, les plus utilisées elles ont été créées, en fait, avant l'apparition du cloud. Donc elles étaient pas, prévues ni armées pour cet usage-là.
Le seul qui avait vraiment anticipé le truc lorsque c'est apparu, c'est Stallman, en fait. C'est vrai que des fois, on le traite un peu de dingue, de gardien du temple et tout, mais lui, il avait anticipé le truc. Il avait dit le cloud, ça va nous poser un problème par rapport aux licences de la Free Software Foundation. Et c'est pour ça qu'il a créé l'Afero GPL, la GPL, pour dire la viralité, elle s'arrête pas lorsqu'on passe en mode service fourni sur le cloud. C'est-à-dire que si on fait des modifs sur le code et qu'on vend du service, dans ce cas-là, ces modifs, il faut aussi qu'elles soient contribuées. Le copyleft s'applique toujours. Donc, c'est pour ça qu'il a créé cette licence-là. Alors que les autres licences plus open source, plus permissives, en fait, elles ont pas de dispositif pour garantir le fait que un code, une base de code, elle va continuer à évoluer parce que les gens l'utilisent et le modifient, en fait. Et c'est pour ça que ça a donné tout un mouvement avec l'émergence des cloud service providers qui, eux, ça leur pas grand-chose, effectivement, de réutiliser un composant open source et puis de le fournir en mode SaaS avec beaucoup d'investissement et des qualités de service, des SLA, comme on disait. Et ça donne des projets comme MongoDB. C'était un des premiers, en tout cas un des plus visibles qui a fait ça, qui a changé sa licence et qui a créé une nouvelle licence qui s'appelle la Server Side Public License, donc la SSPL, qui en gros dit ça, si tu fournis du Mongo as a service, alors dans ce cas-là, toutes les modifs que tu fais dans Mongo et autour pour l'industrialiser et tout, il faut aussi que tu le reverses au pot commun et au projet, donc à nous, Mongo. Et donc ça revient à créer une sorte de copyleft, mais sur des licences qui étaient sur des projets qui n'étaient pas prévus comme ça au départ. Et ça, c'est vraiment pour lutter contre les Amazon et les autres cloud providers. Après, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a Elastic aussi, qui est passé avec une Elastic License, où là, carrément, ils vont plus loin. Eux, ils interdisent carrément l'Elastic as a Service. C'est-à-dire qu'ils interdisent les managed services. Ils disent, ça, les seuls qui pourront vendre vraiment du Elasticsearch ou du Kibana as a Service, c'est nous. Ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser pour vendre des services, mais des services qui sont bien plus larges, qui sont pas focalisés que sur ce service de base qui est le nôtre. Et c'est comme ça qu'ils essaient de garantir leur pérennité aussi, et puis de se battre un peu quand. Alors évidemment, dès qu'ils ont fait ça, il y a les grands fournisseurs de cloud qui les ont forqués en disant, nous, on va continuer à utiliser les autres versions, on va les faire évoluer. C'est sûr que de ce point de vue-là, si c'est pas bien expliqué, ça peut faire peur aux utilisateurs et aux clients. Tout c'est plus conforme à l'open source definition, puisqu'on est en train de mettre une restriction, ce qui est pas dans la définition open source ni logiciel libre. Plus récemment encore, on a vu d'autres types de réactions à ça. Ça, c'est MariaDB. Alors MariaDB, c'était déjà le fork de MySQL par Monty qui avait créé MariaDB lorsque ça a été racheté par Oracle. Eux, ils ont innové, ils ont créé la Business Source License, donc la BUSL, pas confondre avec la BSL qui est la Boost Server License, plutôt type BSD. Dans le cadre de MariaDB, c'est d'abord, on peut mettre des restrictions sur un usage commercial de la solution pour dire, si vous l'utilisez sans vouloir faire de l'argent directement avec, c'est OK. Si vous commencez à vouloir faire de l'argent, il faut qu'on discute. Et surtout, il y a une notion de promesse dans le temps de ce qu'on met sous cette licence-là va devenir open source à terme. On l'a vu, MySQL, c'était sous Dual License commercial et GPL. Ça reste sous GPL, mais les nouvelles fonctionnalités qui sortent côté MariaDB, elles vont être sur BUSL et c'est au bout de 4 ans qu'ils s'engagent, c'est écrit dans la licence, à libérer le code et à ce que ça repasse sous licence GPL. Donc en fait, c'est open source à terme. J'ai vu sur un autre projet que je suis là, qui est récent, où c'est pareil, ils disent on est sur une licence BUSL, mais par contre, dans 4 ans, on sera dans une licence MIT. Oui, sauf que ça se trouve, toi, dans 4 ans, startup t'existeras plus, tu vois. Donc bon, voilà. Là, il y a une histoire d'avoir confiance dans le fait que le projet va continuer à évoluer et à innover. Mais dans un premier temps, il a besoin avec ces nouvelles fonctionnalités, de garantir sa pérennité financière. Mais ça remet pas forcément en cause l'idée que ce soit open source à terme. En revanche, ça remet en cause la définition à nouveau de l'open source definition. Ça, c'est une espèce de lame de fond, quand même, enfin, il y a quand même pas mal de projets qui décident de changer de licence. Surtout ces derniers temps, on en a quand même entendu pas mal, enfin, pas mal. On a entendu quelques-uns, mais des assez emblématiques, quoi, qui décident de changer de licence. Ils cherchent ou on leur demande de changer de business model. Est-ce que c'est pas ouais. Ces entreprises-là, elles sont pas forcément, enfin, le board n'est pas forcément les personnes qu'on imagine, quoi. Dans les années 2020, 2010, c'était assez facile, je pense, d'avoir des investissements de VC si on faisait du logiciel. Du moment qu'on avait une grosse base d'utilisateurs, qu'on avait de la notoriété, qu'on arrivait à faire du lock-in sur les utilisateurs, des choses comme ça, et à vendre ça aux VC. Aujourd'hui, les VC ont compris que c'était pas vrai,
qu'on pouvait très bien avoir Amazon qui débarque et qui commence à faire une offre commerciale SaaS de ces mêmes logiciels, et en quelques semaines, les utilisateurs commencent à migrer. On perd en fait l'investissement qui avait été fait. Et pour moi, ces changements de licence sont liés à ça, parce que à chaque fois, c'est des entreprises qui sont quand même des entreprises américaines, qui ont connu des grosses croissances rapides, et donc où il y a eu forcément des injections de capitaux. Il y a un bon exemple là, qui est arrivé il y a pas longtemps, c'est OpenSearch. Elasticsearch, pardon, qui est devenu OpenSearch. En fait, OpenSearch, c'est le fork agressif de Amazon, qui l'a forqué parce que Elasticsearch a changé sa licence pour empêcher qu'Amazon fasse du SaaS avec et vampirise les revenus. Et en fait, c'est une situation qui est un peu compliquée, où c'est facile pour une entreprise comme AWS de faire du SaaS, parce qu'ils ont toute l'infrastructure, ils ont les connaissances, ils ont les vendeurs, ils ont vraiment tout pour pouvoir faire du SaaS. Et derrière, on a les éditeurs de logiciels libres qui sont pas armés de la même façon et qui se retrouvent à devoir se défendre par rapport à des acteurs comme ça agressifs. Pour moi, ça montre l'intérêt des fondations quand même, parce que une fondation qui a été créée il y a 15 ans, elle sera encore là dans 15 ans. C'est un modèle qui est quand même, qui stabilise vraiment ce genre de choses. Tous les logiciels libres qui sont gérés par des fondations depuis longtemps, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'histoire. Avant, on faisait du modèle communautaire, on n'avait pas d'argent, on cherchait un autre modèle. Maintenant, ils faisaient des modèles open core et ils cherchent un autre modèle. Moi, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est que ces écosystèmes, c'est des écosystèmes qui sont en évolution permanente. Il y a des changements de modèles. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez passionnant à suivre, quoi. Pour finir cette liste, il y a des petits trucs, des petites side projects, là, des petits trucs dont je voulais quand même qu'on parle, parce que on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je sais pas comment s'appelle la personne, mais c'est en regardant une conférence du Capitol Libre 2022 que j'ai un peu pris conscience de ça. Il y a quelqu'un qui en parlait, et c'est les licences qu'on appelle maintenant les licences éthiques. La plupart des gens à qui j'en parle, ils me disent: «Mais pourquoi tu veux parler de ces trucs-là? De toute façon, c'est pas libre». Mais mon avis, c'est que tu peux pas faire comme si, parce que c'est pas libre, ça a pas d'intérêt d'en parler. Et donc il y a des licences qui sont pas libres parce qu'elles mettent des restrictions sur l'utilisation. On en avait cité pas mal, enfin plusieurs, Raphaël. Moi, j'en ai rencontré il y a pas très longtemps, une qui était une anticapitaliste license, et toi, tu en as mis d'autres. Est-ce que tu peux juste les lister, celles que tu as mis là? Alors là, on est à la lisière de l'open source. C'est par exemple l'Hippocratic License ou la Do Not Harm License. Elles veulent s'assurer qu'elles vont mettre des conditions en fait sur le comportement qu'on vont avoir les utilisateurs, ou même l'usage qu'ils vont avoir des softwares. Et ça couvre souvent des aspects sociaux liés à l'environnement ou aux droits humains. Par rapport à la définition pareil de l'open source, ça devient problématique. En général, ça sort de l'OSD, c'est plus considéré comme open source, comme licence, parce que ça met des restrictions. Ce genre de phénomène-là, il est arrivé un peu dans la foulée il y a un moment donné, c'était un peu la mode de faire des codes of conduct sur les projets, dans les grandes communautés, etc. Et ça correspond pour moi à aussi au renouvellement des contributeurs avec des nouvelles générations. Eux, c'est leur point d'attention, c'est leur centre d'intérêt aujourd'hui. Ils ont une vision du monde sur laquelle ils se projettent, et l'environnement pour eux c'est important. Les mouvements sociaux ou ce genre de considérations aussi, ils vont être regardants par rapport à ça. On le voit dans les entreprises quand on embauche, mais on le voit aussi dans les communautés et sur les projets. Et donc, pour récupérer ces contributeurs-là potentiels, il faut aussi se mettre en avant des valeurs dans lesquelles ils vont se retrouver. Le problème, c'est qu'effectivement, après, c'est plus conforme aux définitions qui datent, certes, de la FSF ou de l'OSI. Il y en a qui demandent à ce que ces notions-là soient revisitées ou soient revues. On retrouve ce phénomène, et c'est un bon exemple dans tout ce qui est intelligence artificielle. Dans ce domaine-là, on retrouve aussi ces problématiques de licence. Alors déjà, quand on parle de licence d'un modèle, par exemple, d'IA générative, il faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du dataset, du modèle, des poids, du code qui est associé, etc. Ça peut être assez complexe. C'est des choses que je suis en train d'analyser. On retrouve ces notions on est ouvert, mais on met des restrictions à l'usage. Donc, on va retrouver ce genre de choses avec ce qu'on appelle les Open Rail License. Rail, ça veut dire Responsible AI, donc license, où ils vont dire oui, alors ce modèle, vous pouvez l'utiliser, mais évidemment, il ne faut pas faire de mal, il faut respecter la loi, etc. Mais des fois, ça peut être, c'est pas pour un usage médical, c'est pas pour faire des choses militaires.
On voit que c'est associé à des idéaux, quoi, à une vision des choses. Mais ça peut être aussi, on interdit de faire du hosted services et donc d'offrir le modèle pour être concurrent d'un Meta ou d'un autre fournisseur de modèles, en fait. Avec ces notions-là d'éthique, license, c'est des choses qui n'avaient pas du tout dans les définitions initiales. Il y a un déplacement un peu et je pense que c'est quand même lié à l'évolution de la société. Et on peut pas les ignorer parce que le monde il change et les contributeurs, les gens qui contribuent, qui vont utiliser les softs, ils changent aussi. C'est quelque chose, même si c'est pas pur open source, c'est quelque chose qu'il faut considérer selon moi. Ouais, dans 95% des cas, ces licences, elles sont indéfendables devant un jury déjà. Donc, Non, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas qu'elle soit défendable ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les vraies motivations des gens qui font ça, sachant qu'ils savent certainement pertinemment que leurs licences sont pas libres. moi, à partir du moment où quelqu'un a du temps libre et qu'il a envie d'écrire un logiciel et qu'il met sa licence, je vois pas en quoi c'est un problème. Ça peut être un shareware, ça peut être une licence un peu propriétaire, un peu originale comme ça. Enfin, pour moi, ça reste que la personne utilise son temps comme il le souhaite. On n'a pas à juger ce qu'il en fait. Par contre, il faut pas les dire que c'est une licence libre. Là, c'est un mensonge. Je pense pas que les gens disent que c'est une licence libre. Enfin, c'est des choses que je regarde parce que j'essaye de comprendre, un peu le profil des gens qui font ça pour essayer de voir s'il y a des tendances et ça m'intéresse, en fait, voilà. Ça me donne envie de faire ma licence. Voilà, on a fait un premier panorama. Il y aurait certainement encore énormément de trucs à dire, mais on va garder ça pour des épisodes suivants, soit avec des spécialistes de certains domaines, soit avec des projets qui utilisent ou qui se sont cherchés et qui finissent par utiliser un modèle plutôt qu'un autre. Donc c'est certainement une série qui va continuer pendant assez longtemps, je pense. Bah, je suis très content qu'on ait fait cet épisode tous les trois. Je vous laisse chacun faire un petit mot de la fin avant qu'on conclue. Ça m'a bien fait plaisir de participer à ce podcast. En plus, j'étais super content de revoir la tête de Godéry, parce que ça fait quand même un bail que je t'avais pas vu. Tu as les cheveux grisonnants un petit peu, c'est hier. Il s'en est passé des choses depuis et effectivement, même dans le domaine de l'open source, on a vu pas mal d'évolutions sur les business models et sur les licences avec notamment les tendances qu'on a vues et puis l'évolution des différents modèles de communautaire, après service, après open core, etc. Je pense que les licences et les business models qui sont associés, parce que moi je différencie pas les deux, ça reste important à regarder. Parce que c'est vrai que moi je vois de plus en plus, par exemple autour de moi, des gens qui disent ouais moi la licence je m'en fous un peu, votre open source c'est pas très important. Moi du moment que le code il est sur GitHub, je fork le projet, puis après je ferai une merge request, etc. Attention parce qu'il y a quand même des droits et des devoirs et c'est dommage de pas comprendre un peu quelles sont ces contraintes là quoi. Il y a un autre truc qui me rend heureux après 25 ans dans le domaine, c'est que les licences qui ont été créées à l'époque et les fondations qui sont créées aussi, elles sont toujours là pour certaines et elles sont bien présentes, elles ont bien aidé à structurer ce qui est le paysage de l'IT aujourd'hui, de manière générale, et pas que open source. Donc c'est que ça prouve que c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent, qui sont stables. Aujourd'hui, l'open source, il est devenu mainstream en fait, il est partout. Aujourd'hui, on se pose plus la question de est-ce qu'il faut l'open source, c'est plutôt comment. Et on a vu aussi que ces business models, il y a pas mal d'entreprises, fondations, de projets qui se sont cherchés, donc et qui ont pu changer au cours du temps. Donc ça veut dire que rien n'est figé et que ça peut toujours évoluer. C'est pour ça qu'il faut rester un peu au courant de ce qui se passe et suivre un peu, notamment avec la méthode QSOS, quels sont les points qui peuvent être soumis à changement. Et on l'a vu, quand il y a besoin, il y a d'autres types de licences qui vont commencer à émerger. Alors après, on peut avoir un débat, est-ce que c'est open source, pas open source? Peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent et que il y a besoin de les couvrir en fait. Demain, comme c'est un domaine qui reste encore très très dynamique et moi ça me rend heureux parce que voilà, c'est pas poussiéreux, on n'est pas sur des combats d'arrière-garde et tout. On voit que c'est dans la société avec tout ce qu'on a dit sur les licences éthiques, ce genre de choses-là. Et demain, on n'est pas à l'abri qu'il y a encore d'autres types de licences et même des nouveaux types de business models qui apparaissent. Et en fait, c'est ça qui est excitant, c'est que même après des dizaines et des dizaines d'années, c'est un domaine qui reste complètement foisonnant avec des communautés, des êtres humains qui veulent co-créer, puisque l'idée, elle est bien là, de créer ensemble et d'aller toujours un peu plus loin dans ce qu'on va être capable d'inventer. Et ça, moi, ça me fait pas regretter de m'être intéressé aussi profondément à tout ça parce que c'est très satisfaisant. Donc, merci beaucoup, Ali, de m'avoir invité, d'avoir pu m'épancher dans tout ça, en plus de vous retrouver tous les deux. Voilà, on a l'impression d'être back in time. C'était sympa, merci beaucoup. Gonnery.
Ouais, pareil, merci pour l'invitation. Moi, il y a un modèle auquel dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est celui qui est porté par des grosses entreprises, et je pense à AngularJS ou Kubernetes, je crois que ça s'appelle Bork ou Grok chez Google, ou ça s'appelait comme ça. Bah, c'est ce modèle où un énorme acteur, ouais, Borg. Enfin, en gros, il a un besoin produit en interne et il crée ce produit, mais qu'il a pas forcément envie de le vendre, donc il va juste le rendre libre et le maintenir. Bref. Oui, ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, le sujet est vaste. J'avais peur qu'on se perde. Je pense qu'on s'est un petit peu perdu malgré tout. Mais j'ai trouvé ça, je pense que malgré tout que c'était une discussion intéressante. Et voilà. Bah, merci. Et c'était chouette de voir vos faces. Ouais. Bah, moi, je retiens effectivement, le côté, c'est un écosystème qui vit et qui est pas sclérosé, et ça me semble, hyper important parce que les générations, elles passent, parce que les modèles, ils évoluent et tout, et c'est assez passionnant, surtout, vu nos âges avancés, d'avoir vu, tous ces modèles, et de les continuer à les voir. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, vous pouvez écouter, l'épisode avec Benjamin Jean. Eh bien, portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez nous joindre, sur Mastodon. Vous pouvez laisser des commentaires sur le site WordPress. Vous pouvez, envoyer un mail ou sur LinkedIn. Faites tourner si ça vous intéresse, parce que, je suis très curieux d'avoir les retours pour voir un peu, les sujets qu'on a survolés, et ça me donnera aussi des idées de personnes à interviewer derrière. Même si, pour être honnête, entre le Capitole du Libre et le salon Open Source Experience, je pense qu'il y a de quoi faire à peu près tout 2024. Eh bien, écoutez, à bientôt, portez-vous bien, et puis, vive le logiciel libre.